Lecture audio du conte La famille de Grete la basse-courrière de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Grete la basse-courrière était la seule personne habitant la magnifique maison neuve qui avait été construite pour les poules et les canards du manoir. Elle était située à l'endroit où avait été le vieux château féodal avec sa tour, son fronton crénelé, les douves et son pont-levis. Tout près de là était un fouillis d'arbres et de broussailles. C'est là que le jardin était autrefois, et il descendait jusqu'à un grand lac, qui était devenu marécage. Freux, corbeaux et choucas volaient avec des cris et des croassements au-dessus des vieux arbres. C'était une foule prodigieuse d'oiseaux, dont le nombre ne diminuait pas si l'on tirait dans le tas. Ils pullulaient plutôt davantage. On les entendait jusque dans le poulailler où Grete, la basse-courrière, siégeait, et où les canards lui montaient sur les sabots. Elle connaissait chaque poule, chaque canard, depuis le moment où ils étaient sortis de l'œuf. Elle était fière de ses poules et de ses canards, fière de la magnifique maison bâtie pour eux. Sa petite chambre était propre et bien tenue. La maîtresse du manoir, propriétaire du poulailler, y tenait. Elle venait souvent ici avec des invités élégants et distingués, et leur montrait la caserne des poules et des canards, comme elle disait. Il y avait une armoire et un fauteuil, il y avait même une commode, avec une plaque de cuivre bien fourbie qui portait gravé le nom Groube, qui était justement le nom de la vieille famille de grande noblesse qui avait habité le château. La plaque de cuivre avait été trouvée quand on avait creusé ici, et le sacristain avait dit qu'elle n'avait de valeur que comme vieux souvenir. Le sacristain connaissait fort bien l'endroit et l'ancien temps. Il tenait sa science des livres. Il avait quantité de notes dans le tiroir de sa table. Il était très au courant des temps passés. Mais le plus vieux corbeau en savait peut-être davantage et criait ce qu'il savait dans sa langue. Mais c'était en langue de corbeau, que le sacristain ne comprenait pas, si habitué qu'il fût. Le marécage, après une chaude journée d'été, exhalait tant de vapeur qu'un vrai lac semblait s'étendre devant les vieux arbres où volaient freux, corbeaux et choucas. Tel était l'aspect, ici, lorsque vivait le chevalier Groube, et lorsque s'élevait la vieille demeure aux épais murs rouges. La chaîne du chien atteignait alors jusqu'au-delà du portail. Par la tour, on entrait dans le corridor d'allée qui menait dans les salles. Les fenêtres étaient étroites et les carreaux petits, même dans la grande salle où l'on dansait. Mais au temps du dernier Groube, on n'avait pas dansé de mémoire d'homme, bien qu'il y eût encore là une vieille timbale qui avait servi à la musique. Un vieux buffet sculpté était là, qui renfermait des oignons de fleurs rares, car Madame Groube aimait le jardinage et cultivait arbres et plantes. Son mari préférait aller à la chasse aux loups et aux sangliers, et sa petite fille Marie l'accompagnait toujours. À l'âge de 5 ans, elle se tenait fièrement sur son cheval, et de ses grands yeux noirs regardaient hardiment autour d'elle. Son plaisir était de faire claquer son fouet au milieu des chiens de chasse. Le père aurait mieux aimé qu'elle le fît claquer sur les fils de paysans qui venaient regarder les maîtres. Le paysan qui habitait la maison de terre, tout près du château, avait un fils, Soren, du même âge que la très noble petite demoiselle. Il savait grimper et devait toujours monter prendre pour elle des nids d'oiseaux. Les oiseaux criaient tant qu'ils pouvaient, et l'un des plus grands lui donna un coup de bec sur l'œil, et le sang coula. On crut que l'œil était perdu, mais il était indemne. Marie Groube appelait ce garçon mon Sereine. Mon Sereine, c'était une grande faveur, qui profita au père, ce pauvre diable de John. Il avait un jour commis une faute, devait être puni, monté sur le cheval de bois. Celui-ci se tenait dans la cour sur 4 pieux en guise de jambes, et son dos était une simple planche étroite. Yon devait s'y mettre à califourchon et se voir attacher autour des jambes de lourdes briques pour n'être pas trop à son aise. Il faisait une horrible grimace. Soren pleura et implora la petite Marie. Elle ordonna aussitôt de faire descendre le père de Soren. Et comme il ne lui obéissait pas, elle trépigna sur les pavés et tira son père par la manche qu'elle déchira. Elle savait ce qu'elle voulait, et elle l'obtint. Le père de Soren fut délivré. Madame Groube, qui arrivait, caressa les cheveux de sa fille et la regarda tendrement. Marie ne comprit pas pourquoi. Elle voulait rejoindre les chiens de chasse et non aller avec sa mère, qui se rendit au jardin et descendit au lac où nénuphars et nymphéas étaient en fleurs.
Quenouilles et joncs fleuris se balançaient au milieu des roseaux. Elle regarda cette luxuriante fraîcheur. Comme c'est agréable, dit-elle. Il y avait dans le jardin un arbre, rare en ce temps-là, qu'elle avait elle-même planté. On l'appelait être pourpre. C'était une sorte de maure parmi les grands arbres, tant ses feuilles étaient d'un brun foncé. Il lui fallait l'ardente lumière du soleil, sans quoi, s'il était toujours à l'ombre, il deviendrait vert comme les autres arbres et perdrait ainsi sa particularité. Dans les hauts marronniers, il y avait beaucoup de nids d'oiseaux, ainsi que dans les arbrisseaux et la verdure. On aurait dit que les oiseaux se savaient à l'abri, que nul n'oserait ici tirer un coup de fusil. La petite Marie vint avec Sorène, qui savait grimper, nous le savons, et il prit des œufs et des petites duvetées. Les oiseaux s'envolèrent épouvantés, grands et petits s'envolèrent. Vanneaux des champs, freux, corbeaux et choucas, des hauts arbres, criaient à qui mieux mieux. C'étaient les mêmes cris que ceux de leur race poussent encore aujourd'hui. Que faites-vous là, enfant dit la bonne dame. C'est une œuvre impie. Sorène fut décontenancée. La très noble petite demoiselle regarda aussi un peu de côté, mais dit ensuite d'un ton bref et maussade: Je dois le faire pour mon père. Hors de là criaient les gros oiseaux, et ils s'envolèrent, mais ils revinrent le lendemain, car ils étaient là chez eux. La douce et paisible dame, par contre, n'y resta pas longtemps chez elle. Notre Seigneur l'appela à lui, et chez lui, elle eut son foyer, mieux qu'ici, au château. Et les cloches de l'église sonnèrent pompeusement lorsque la voiture transporta son corps à l'église. Les yeux des pauvres gens se mouillèrent, car elle avait été bonne pour eux. Lorsqu'elle fut partie, personne ne s'occupa de ses plantations, et le jardin dépérit. Monsieur Croube était un homme dur, disait-on, mais sa fille, si jeune qu'elle fût, savait le maîtriser. Il riait, et elle parvenait à ses fins. Elle avait maintenant 12 ans, et était grande et robuste. De ses yeux noirs, elle regardait les gens en face, montait à cheval comme un homme et tirait des coups de fusil comme un chasseur exercé. Il vint dans la région une visite d'importance, la plus haute qu'on pût avoir. Le jeune roi et son demi-frère et camarade, monsieur Ulrich Frédéric Guldenlove. Il voulait chasser le sanglier et rester un jour entier au château de monsieur Grube. Guldenlove fut assis à table à côté de Marie Grube. Il lui prit la tête et lui donna un baiser, comme s'ils avaient été de la même famille. Mais elle le griffa et dit qu'elle le détestait, ce dont on rit beaucoup, comme si c'était très amusant. Ce l'était aussi, peut-être, car 5 ans plus tard, Marie ayant 17 ans, un messager apporta une lettre. Monsieur Guldenlove demandait la main de la très noble demoiselle. Quelle affaire! C'est le plus haut et le plus galant seigneur du royaume, dit monsieur Croube. On ne peut pas refuser. Je ne me soucie guère de lui, dit Marie Croube. Mais elle ne refusa pas le plus haut seigneur du pays qui siégeait à côté du roi. Argenterie, tissus de laine et de toile partirent en bateau pour Copenhague. Elle fit le voyage par terre en 10 jours. Le trousseau eut un vent contraire, ou pas de vent du tout. 4 mois passèrent avant son arrivée, et lorsqu'il arriva, madame Gildenlove n'était plus là. J'aime mieux coucher sur le fil d'étoupe que dans ton lit de soie, dit-elle. Plutôt marcher sur mes pieds nus que d'aller en carrosse avec lui. Tard, un soir de novembre, 2 femmes entrèrent dans la ville de Russe. C'était la femme de Guldenlove, Marie Grube, et sa suivante. Elle venait de Veil. Elle y était venue de Copenhague en bateau. Elles montèrent à l'hôtel de pierre de monsieur Grube. Il ne fut pas content de cette visite. Elle fut grondée, mais elle eut une chambre pour se coucher. Elle eut sa soupe à la bière du matin, mais sans accompagnement de bonnes paroles. La dureté du père se tourna contre elle. Ce fut à quoi elle n'était pas habituée. Elle n'était pas de bonne humeur. Comme on vous parle, on répond. Elle répondit naturellement et s'exprima sur son mari avec amertume et haine. Elle ne voulait pas vivre avec lui, elle était pour cela trop honnête et pure. Une année passa qui n'eut rien d'agréable. De vilaines paroles furent échangées entre père et fille, ce qui ne devrait jamais arriver. Les vilaines paroles portent de mauvais fruits. Comment cela finirait-il? Nous ne pouvons rester sous le même toit, nous deux, dit un jour le père. Va-t'en dans notre vieux château, mais mords-toi la langue plutôt que de donner prise à tes mensonges.
et ils se séparèrent. Elle se rendit avec sa suivante au vieux château où elle était née, où sa mère, douce et pieuse dame, reposait dans le caveau de l'église. Un vieux berger habitait la demeure, il n'y avait pas d'autre homme. Les salles étaient pleines de toiles d'araignées, noires et lourdes de poussière. Le jardin poussait comme il le voulait. Les vrilles de houblon et les liserons enroulaient un lacis entre les arbres et les arbustes. Ciguës et orties croissaient vigoureusement. Le hêtre pourpre était envahi et à l'ombre. Son feuillage était maintenant vert comme celui des arbres ordinaires. C'en était fait de sa splendeur. Freux, corbeaux et choucas volaient innombrables au-dessus des hauts marronniers. C'étaient des cris et un vacarme comme s'ils avaient eu d'importantes nouvelles à se communiquer. Elle était revenue, la petite qui avait fait voler leurs œufs et leurs petits. Le voleur lui-même, celui qui les avait pris, grimpait au loin à un arbre sans feuilles et recevait de bons coups de pied de garcettes quand il ne se conduisait pas comme il faut. Tout cela était raconté de notre temps par le sacristain. Il l'avait recueilli et rassemblé dans des livres et des notes. Cela, et bien d'autres choses encore, était écrit et conservé dans son tiroir. La marche du monde a des hauts et des bas, disait-il. C'est curieux de voir ça. Et nous allons voir ce qui est advenu à Marie Croube, sans oublier pour cela Crète la basse-courrière, qui est assise actuellement dans son superbe poulailler. Marie Croube était de son temps, et n'avait pas la même nature que Crète la basse-courrière. L'hiver passa, le printemps et l'été passèrent, puis revint le venteux automne, avec les brouillards de la mer froids et humides. C'était une vie solitaire, une vie ennuyeuse qu'on menait au château. Et Marie Croube prit son fusil, s'en alla sur la lande, tira des lièvres et des renards, tira les oiseaux qu'elle put atteindre. Plus d'une fois, elle rencontra le noble seigneur, Pelle-Dure, de Norebec, qui se promenait lui aussi avec son fusil et ses chiens. Il était grand et fort, et s'en vantait quand ils causaient ensemble. Il aurait pu se mesurer avec feu M. Broqueus d'Ekesauve, en Fionie, dont la force était encore célèbre. Pelle-Dure, à son exemple, avait fait accrocher dans sa porte d'entrée une chaîne de fer garnie d'un cor de chasse. Et lorsqu'il rentrait à cheval, il saisissait la chaîne, se soulevait de terre avec le cheval et soufflait dans le corps. « Venez voir ça, Madame Marie, dit-il. L'air est excellent à Norebec. » On n'a pas noté quand elle vint dans sa maison, mais sur les candélabres de l'église de Norebec, on peut lire qu'ils ont été donnés par Pelle-Dure à Marie Croube, du manoir de Norebec. Pelle-Dure avait un corps puissant et vigoureux. Il buvait comme une éponge, il était comme un tonneau qu'on ne peut remplir. Il ronflait comme une soue à cochon tout entière. Il était rouge et bouffi. Il est rusé en diable et taquin, disait Madame Pelle-Dure, fille de Groube. Elle en eut bientôt assez de cette vie, mais ce ne fut pas mieux ensuite. Un jour, la table était mise et le repas refroidissait. Pelle-Dure était à la chasse au renard, et sa femme restait introuvable. Pelle-Dure rentra vers minuit. Madame Dure ne rentra ni à minuit ni le matin. Elle avait tourné le dos à Norebec, était partie à cheval sans dire adieu. Le temps était gris, humide, un vent froid soufflait, une troupe d'oiseaux noirs volait au-dessus d'elle en criant. Ils n'étaient pas sans asile, comme elle. Elle se dirigea d'abord vers le sud, droit vers les pays allemands. 2 bagues ornées de pierres précieuses furent transformées en argent. Puis elle retourna vers l'ouest. Elle n'avait pas de but. Elle était irritée contre tout le monde, même contre le bon Dieu, dont son humeur était pitoyable. Bientôt son corps ne le fut pas moins. Elle pouvait à peine faire un pas. Le vanneau s'envola de sa touffe d'herbe lorsqu'elle s'y laissa tomber. L'oiseau cria, comme il crie toujours, « Voleuse, voleuse !» Jamais elle n'avait volé le bien de son prochain. Mais, petite fille, elle s'était fait chercher des œufs et des petits oiseaux dans les touffes d'herbe et sur les arbres. Elle y pensa en ce moment. De l'endroit où elle gisait, elle ne pouvait voir que les dunes. Sur la côte, là-bas, habitaient des pêcheurs, mais elle ne pouvait y atteindre, malade comme elle était. Les grandes mouettes blanches de la côte vinrent voler au-dessus d'elle, et crièrent comme criaient freux, corbeaux et choucas chez elle, au-dessus du jardin du château. Les oiseaux volaient tout près d'elle et finirent par lui paraître noirs comme charbon, et ce fut aussi la nuit pour ses yeux.
Lorsqu'elle les rouvrit, elle se sentit soulevée et portée. Un homme grand et vigoureux l'avait prise sur ses bras. Elle regarda en face son visage barbu. Il avait au-dessus de l'œil une cicatrice qui coupait le sourcil en deux parties, et il la porta dans l'état lamentable où elle était, jusqu'au bateau, où le capitaine l'en blâma sévèrement. Le lendemain, le bateau mit à la voile. Marie Croube ne descendit pas à terre. Elle partit donc avec le bateau. Mais elle revint sans doute. Oui, mais quand et où? Là-dessus, encore le sacristain avait à dire. Et ce n'était pas une histoire inventée par lui. Il en tenait la marche étrange d'un vieux livre digne de foi que nous pouvons prendre et lire nous-mêmes. L'historien du Danemark, Ludwig Holberg, qui a écrit tant de livres dignes d'être lus, et ses amusantes comédies, par lesquelles nous pouvons bien connaître son temps et les gens de son temps, raconte dans ses lettres où et comment il a rencontré Marie Croube. Ça vaut la peine de l'écouter, et nous n'oublions pas du tout pour cela Grete la basse-courrière, qui est satisfaite et bien installée dans son superbe poulailler. Le bateau partit avec Marie Croube. C'est là que nous nous en étions. Des années et des années passèrent. La peste sévit à Copenhague. C'était en 1711. La reine du Danemark retourna dans son village allemand. Le roi quitta la capitale du royaume. Quiconque le pouvait se hâta de s'en aller. Les étudiants, même ceux qui étaient logés et nourris gratuitement, cherchèrent à s'en aller. L'un d'eux, le dernier qui était resté au collège de Borch, tout près de Regenstein, partit enfin aussi. Ce fut à 2 heures du matin. Il portait un sac plein de livres et de manuscrits plus que de vêtements. Un brouillard d'une humidité pénétrante pesait sur la ville. Personne ne se montrait dans toute la rue où il marchait. Ça et là, sur les portes, il y avait des croix. L'épidémie était là, ou bien tout le monde était mort. Personne non plus dans la longue et sinueuse rue des Bouchers, comme on appelait la rue qui descend de la Tour Ronde au château du Roi. Puis un grand fourgon passa. Le cocher agita son fouet, les cheveux couraient au galop, la voiture était pleine de morts. Le jeune étudiant se couvrit le visage de sa main et respira un alcool fort dont il avait imbibé une éponge placée dans une sorte de bourse en cuivre. D'un cabaret situé dans une des ruelles, on entendait des chants criards et des rires sinistres de gens qui passaient la nuit à boire, pour oublier que l'épidémie menaçait et voulaient les joindre aux autres morts du fourgon. L'étudiant se dirigea vers le pont du château, où étaient 2 petits bateaux dont l'un appareillait pour s'éloigner de la ville infestée. Si Dieu nous prête vie et si le vent le permet, dit le commandant, nous irons à Gronsund, près de Falster. Et il demanda son nom à l'étudiant qui voulait prendre passage. Ludwig Holberg, dit l'étudiant. En ce nom, qui sonne aujourd'hui comme un des plus grands noms du Danemark, sonna encore un nom quelconque. Holberg n'était alors qu'un jeune étudiant inconnu. Le bateau longea le château. L'aube n'était pas encore claire lorsqu'il fut en pleine mer. Une brise légère s'éleva, la voile se gonfla, le jeune étudiant s'assit, le visage contre le vent, et s'endormit. Ce n'était pas précisément ce qu'il pouvait faire de mieux. Dès le 3e matin, le bateau fut devant Falster. « Connaissez-vous ici quelqu'un chez qui je puisse loger à bon compte » demanda Holberg au capitaine. « Je crois que vous ferez bien d'aller chez la passeuse de Borochus, dit-il. Si vous voulez être poli, elle s'appelle la mère Søren Sørensen-Müller. Mais il se peut que sa tête s'échauffe si vous la traitez trop bien. Le mari est en prison pour un crime. Elle manœuvre le bac elle-même. Elle a des muscles. » L'étudiant prit son havresac et se rendit à la maison du passeur. La porte n'était pas fermée. Il ouvrit le loquet et il entra dans une salle pavée où le lit pliant et la couverture de peau étaient ce qu'il y avait de plus important. Une poule blanche qui avait des petits était à la tâche près du lit et avait renversé l'écuelle en sorte que l'eau coulait par terre. Il n'y avait personne, ni dans la chambre à côté, sauf un bébé dans un berceau. Le bac revint portant une seule personne. Homme ou femme, ce n'était pas facile à dire. Elle portait une grande houppelande et avait sur la tête un capuchon en forme de bonnet. Le bac atterrit. Ce fut une femme qui arriva et entra dans la salle. Elle eut fort belle prestance lorsqu'elle eut redressé le dos. 2 yeux fiers brillaient sous ses sourcils noirs. C'était la mère Søren, la passeuse. Freux, Corboz et Choucas auraient crié un autre nom,
que nous connaissons mieux. Elle avait l'air maussade, elle n'aimait pas beaucoup parler. Mais il en fut dit assez pour que l'étudiant prit pension pendant un temps indéterminé, tant que ça irait si mal à Copenhague. De la ville voisine venaient régulièrement à la maison du bac tel et tel couple d'honorables bourgeois. Franc, le courlier, et Sivert, le gabelou, y venaient, buvaient une cruche de bière dans la maison et discutaient avec l'étudiant. C'était un jeune homme capable qui connaissait son affaire, comme on disait. Il lisait le grec et le latin et s'entendait aux choses savantes. Moins on sait, moins on en est gêné, disait la mère Sorène. Vous menez une vie dure, dit Holberg, un jour qu'elle faisait sa lessive et devait fendre elle-même les bois noueux pour le feu. C'est mon affaire, répondit-elle. Avez-vous toujours du peiner et trimer dès votre enfance? Vous pouvez sans doute le lire dans mes mains, dit-elle en montrant deux mains, petites, il est vrai, mais endurcies et solides, avec des ongles usés. Vous êtes savant, lisez-le donc. Vers Noël, la neige se mit à tourbillonner, le froid commença. Le vent soufflait comme s'il avait de l'eau forte pour en laver les figures des gens. La mère Sorène ne se laissa pas affecter. Elle serra sa houppelande autour d'elle et baissa son capuchon sur sa tête. L'obscurité venait de bonne heure dans la maison. La mère Sorène mettait du fagot et de la tourbe dans l'âtre, puis s'asseyait et retricotait des pieds assez bas. Elle n'avait personne pour le faire. Le soir, elle causait avec l'étudiant plus qu'elle n'en avait l'habitude. Elle parlait de son mari. Il a commis par accident un meurtre sur le patron de navire de Draeger, et doit faire pour cela 3 ans de travaux forcés à Holmen. Il n'est qu'un simple matelot, il faut donc bien que la loi suive son cours. La loi s'applique aussi aux gens de meilleures conditions, dit Holberg. Croyez-vous? Dit la mère Sorène, et elle regarda le feu. Mais elle reprit. Avez-vous entendu parler de Kyailuk, qui fit démolir une de ses églises, et lorsque le prêtre Mats fulmina en chair à son sujet, il fit mettre Sir Mats au fer et institua un tribunal, et condamna lui-même le prêtre à mort, et on lui coupa le cou. Ce n'était pas un accident, et pourtant Kyailuk demeura libre comme l'air. Il était dans son droit selon ce temps-là, dit Holberg. Nous sommes plus avancés aujourd'hui. Vous pouvez faire croire ça aux imbéciles, dit la mère Sorène. Elle se leva et alla dans la chambre où était couchée la môme. Son bébé la souleva, puis fit le lit de l'étudiant, qui avait la couverture de fourrure. Il était plus frileux qu'elle, bien qu'il fût né en Norvège. Le matin du nouvel an fut radieux. Il avait gelé, et il gelait si fort que la neige était tout à fait dure, et l'on pouvait marcher dessus. Les cloches de la ville appelaient à l'église. L'étudiant Holberg s'enveloppa dans son manteau de laine et voulut aller en ville. Au-dessus de Boreus volaient à grands cris freux, corbeaux et choucas. On pouvait à peine entendre les cloches de l'église. La mère Sorène était dehors et remplissait de neige une marmite de cuivre pour la mettre sur le feu et avoir de l'eau à boire. Elle regarda en l'air cette nuée d'oiseaux et fit ses réflexions à ce sujet. L'étudiant Holberg se rendit à l'église. Sur le chemin, à l'aller et au retour, il passa devant la maison de Sivert le gabelou, et il fut invité à boire de la bière avec de la mélasse et du gingembre. La conversation tomba sur la mère Sorène, mais le gabelou ne savait pas grand-chose. Peu de gens étaient au courant. Elle n'était pas de Falster. Elle avait eu sûrement quelque argent autrefois. Son mari était un simple matelot, violent par nature. Il avait tué un patron de navire de dragueur. Il bat sa femme qui prend quand même sa défense? Je ne supporterai pas un pareil traitement, dit la femme du gabelou. Il est vrai que je suis de meilleure famille. Mon père était bonnetier royal. Aussi êtes-vous marié à un fonctionnaire royal, dit Holberg, et il fit une révérence à elle et au gabelou. Vint le jour des rois. La mère Sorène alluma pour Holberg un éclairage de jour des rois, c'est-à-dire 3 bouts de chandelle qu'elle-même avait fabriqués. Une chandelle par homme? Dit Holberg. Par homme? Dit la femme en le regardant fixement. Chacun des 3 mages de l'Orient, dit Holberg. Oui, c'est ça, dit-elle, et elle resta longtemps muette. Mais en ce soir des rois,
Il en a pris plus long qu'il n'avait su jusqu'alors. Vous avez de l'affection pour celui avec qui vous êtes en ménage, dit Holberg. On dit pourtant qu'il vous traite journellement assez mal. Cela ne regarde que moi, répondit-elle. Les coups auraient pu me faire du bien quand j'étais petite. Maintenant je les reçois sans doute pour mes péchés. Le bien qu'il m'a fait, je le sais. Et elle se leva. Lorsque j'étais malade, couchée sur la lande, et que personne ne se souciait d'entrer en rapport avec moi, sauf peut-être des freux et des corbeaux pour me becqueter, il m'a porté sur ses bras et fut blâmé pour la capture qu'il rapportait au bateau. Je ne suis pas faite pour rester couchée, malade, et je me suis remise. Chacun à sa manière. Sereine à la sienne, il ne faut pas juger le cheval sur le licou. Avec lui, j'ai vécu en somme plus agréablement qu'avec celui que l'on appelait le plus haut et le plus galant de tous les sujets du roi. J'ai été mariée au gouverneur Guldenlove, demi-frère du roi. Ensuite, j'ai pris pelle dure. C'est tout comme, chacun sa façon et moi la mienne. Voilà un long bavardage, mais vous le savez maintenant. Et elle sortit de la salle. C'était Marie Krug. Étrange a été pour elle la voix du bonheur. Elle ne vécut pas de nombreux soirs des rois. Holberg a noté qu'elle est morte en juin 1716, mais il ne savait pas que, lorsque la mère Soren, comme on l'appelait, fut sur son lit de mort, une foule de grands oiseaux noirs vola au-dessus de Boreus. Ils ne criaient pas, comme s'ils avaient su que le silence convient à un enterrement. Aussitôt qu'elle fut dans la terre, les oiseaux disparurent. Mais le soir même, en Huiland, autour du vieux château, on vit une foule immense de freux, de corbeaux et de choucas qui criaient tous à la fois, comme s'ils avaient eu à se communiquer une nouvelle, peut-être au sujet de celui qui, enfant, leur prenait leurs œufs et leurs petites duvetées. Le fils de paysan à qui l'on avait mis jarretière de fer dans l'île du roi, et de la très noble demoiselle qui avait fini comme passeuse près de Grönsund. Ça va, criait-il. Et les gens crièrent ça va, quand le vieux château fut démoli. On le crie encore, et il n'y a plus de quoi crier, disait le sacristain quand il racontait l'histoire. La famille est éteinte, le château démoli, et, là où il s'élevait, il y a aujourd'hui le superbe poulailler aux ailes dorées, avec Grete, la vieille basse-courrière. Elle aime bien son gentil logement. Si elle ne l'avait pas eu, elle serait à l'assistance publique. Les pigeons roucoulaient au-dessus d'elle. Les dindons glougloutaient çà et là, et les canards caquetaient. Personne ne la connaît, disait-il. Elle n'a pas de famille, c'est par pitié qu'elle est ici. Elle n'a ni père canard ni mère poule, pas de progéniture. Elle avait tout de même une famille. Elle ne la connaissait pas, le sacristain non plus, malgré toutes les notes qu'il conservait dans son tiroir. Mais un des vieux corbeaux était au courant. Par sa mère et sa grand-mère, il avait entendu parler de la mère de Grete, la basse-courrière, et de sa grand-mère, que nous connaissons aussi, depuis le temps où, enfant, elle passait à cheval sur le pont-levis et regardait fièrement autour d'elle, comme si le monde entier et tous les nids d'oiseaux étaient à elle. Nous l'avons vue sur la lande, près des dunes, et en dernier lieu à Boreus. Petite fille, dernière de la famille, elle était revenue à l'endroit où avait été le vieux château, où criaient les noirs corbeaux sauvages. Mais elle vivait parmi les oiseaux domestiques, connus d'eux et si connaissants. Grete, la basse-courrière, n'avait plus rien à désirer. Elle était contente de mourir, d'âge à mourir. Trépas, trépas, crièrent les corbeaux. Et Grete, la basse-courrière, trépassa. Elle eut une bonne tombe que nul ne connaît, sauf le vieux corbeau, s'il n'est pas mort aussi. Et maintenant nous connaissons l'histoire du vieux château, du vieux lignage et de toute la famille de Grete la basse-courrière. Fin de la lecture du conte La famille de Grete la basse-courrière. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.